Bonjour, bonjour et ravie de vous recevoir ce matin. Je m'appelle Julia Tass, je suis co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette restitution autour de la note de réflexion prospective et stratégique qui porte sur les interactions entre changement climatique et foyers de conflit dans le monde. Je vous remercie d'être aussi nombreux à la fois en présentiel et surtout à distance, où vous nous rejoignez de plus en plus nombreux. Ce matin, donc, nous allons passer 1 heure ensemble et l'objectif de cette heure va être de revenir sur les conclusions des travaux que nous avons menés. Et pour cela, je vais, dans très peu de temps, laisser la parole à ma collègue qui est au cœur des réflexions de cette note, Marine de Guglielmo-Weber. Mais avant ça, je voulais profiter des quelques minutes de présentation et d'introduction de cette restitution pour rappeler ce qu'est l'Observatoire Défense et Climat. L'Observatoire Défense et Climat est un contrat de recherche au service du ministère des Armées et en particulier de la Direction des relations internationales et de la stratégie. C'est un observatoire qui est coordonné par l'IRIS, mais qui a la chance de pouvoir s'appuyer sur de nombreux chercheurs et sur un comité scientifique que nous remercions pour son soutien et pour son suivi. Et ces chercheurs, ils sont à la fois issus des rangs de sciences sociales et humaines, mais aussi d'autres spécialités, des spécialités comme la médecine ou encore la climatologie. Et c'est grâce à cet ensemble de chercheurs que nous pouvons mener les travaux de prospective, les travaux de recherche, mais aussi les autres formats que nous proposons, comme le podcast ou encore des séminaires, des conférences, etc. Et je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à nos newsletters pour en savoir plus sur tous les enjeux que nous couvrons, à la fois sur le climat et la défense. J'invite mon collègue co-directeur à nous rejoindre sur scène. Et je vais lui laisser très rapidement la parole pendant 1 ou 2 minutes pour revenir sur la manière dont l'Observatoire Défense et Climat a pu mener au cours de son premier cycle, entre 2016 et 2021, quelques travaux de recherche qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup, Julia. Je suis ravi de voir qu'on commence pile à l'heure dans cette institution. Oui, effectivement, il y a eu, après la seconde phase de l'Observatoire qui nous occupe désormais, il y a eu une première phase de travaux qui était surtout consacrée à des études prospectives et des rapports d'analyse sur toute une série de nouvelles menaces, de nouvelles conflictualités, qui étaient à la fois organisées par aire géographique, et donc vous retrouverez sur le site de l'Observatoire la quasi-totalité de ces rapports qui donc concernent vraiment chaque fois une aire géographique pour laquelle on a à la fois essayé de faire l'état des impacts du changement climatique, la manière dont ces impacts étaient articulés avec les enjeux de défense et de sécurité, et de construire chaque fois des scénarios prospectifs, à la fois des scénarios de continuité, mais aussi des scénarios de rupture. À côté de ces analyses géographiques, il y a plusieurs analyses thématiques qui portent sur des sujets émergents, euh, parfois liés à une zone géographique, mais pas toujours, et qui, là encore, essayent d'équiper le ministère et au-delà la communauté de sécurité et de défense par rapport à une certaine forme d'anticipation de ces enjeux émergents. Et donc, vraiment, je vous invite à vous saisir de tous ces travaux. La seconde phase cherche davantage à essayer précisément de les diffuser et de les faire vivre dans le débat public, mais évidemment, cette vie dans le débat public n'existera que si vous saisissez chacune et chacun des travaux qui sont disponibles. Et donc, on va passer à la partie de restitution. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait poser des questions ou interagir avec nous à travers le chat ou la partie questions-réponses de votre Zoom. Nous aurons l'occasion, à la fin de la présentation de Marine de Guglielmo-Weber, d'interagir, de répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Envoyez-nous toutes vos questions et vos remarques, soit par l'un ou l'autre des moyens. Et vous trouverez également la note dont on parle ainsi que sa synthèse en ligne. Marine, je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'ont rappelé mes collègues, l'Observatoire Défense et Climat, aujourd'hui, c'est le principal outil de connaissance et d'anticipation du ministère des Armées pour ce qui relève des enjeux stratégiques et sécuritaires des changements climatiques. Donc je ne vais pas revenir sur les détails de l'Observatoire qui viennent d'être exposés, mais peut-être juste sur le plan méthodologique, rappeler une petite particularité de l'Observatoire qui relaie une approche sécuritaire des changements climatiques en ce qu'on va appréhender ces changements climatiques comme un multiplicateur de menaces existantes. Donc on ne part pas du principe que les changements climatiques produisent ex nihilo des menaces, qu'ils vont produire des tensions, des conflits là où il n'y avait pas de tensions ou de conflits auparavant, mais il s'agit bien d'exacerber des fragilités qui sont déjà présentes dans les sociétés qu'on va étudier. Et donc, effectivement, on a le plaisir aujourd'hui de publier une nouvelle, ou en tout cas cette semaine, je ne sais pas exactement quand elle va être publiée, mais de publier cette semaine une nouvelle note donc de réflexion prospective et stratégique donc sur les changements climatiques et sur leur potentiel d'exacerbation des foyers et des conflits dans le monde. Donc, c'était vraiment un chantier assez imposant. L'objectif de cette note, c'était d'aboutir à une vision globale et hiérarchisée des zones et pays du monde les plus susceptibles de connaître une exacerbation de la conflictualité sous l'effet des changements climatiques. Et dans cette perspective, on a procédé en 3 étapes. Donc, on a d'abord mis en évidence les grands ensembles régionaux qui étaient, semble-t-il, les plus concernés par ces 2 problématiques-là, qui sont la problématique de la vulnérabilité climatique et la problématique de la conflictualité. On a ensuite, pour gagner un peu en précision dans notre hiérarchie géographique, dans notre appréhension de ces enjeux sécuritaires, analysé 4 points de focus qui ciblent plus particulièrement des zones avec un intérêt particulier pour les forces armées françaises ou pour la France en général. Et puis, bien sûr, des zones qui sont assez significativement documentées pour qu'on puisse les traiter dans le cadre d'un travail de recherche. Donc, on a ciblé un peu plus ces points de focus-là. Et puis, en dernier lieu, puisqu'il s'agit d'une note précisément prospective, on a élaboré 4 scénarios à l'horizon 2050 qui nous ont permis de mettre en scène narrativement tous les enjeux qu'on a fait ressortir dans le cadre de notre analyse. Alors, toute la difficulté de ce travail a résidé dans son échelle mondiale, puisqu'il a fallu en une trentaine, quarantaine de pages balayer la diversité des espaces qui composent le monde pour en tirer des grandes tendances sans se perdre dans le détail. Et donc, il a fallu très rapidement trouver des moyens méthodologiques pour faire ressortir les zones les plus critiques et à l'inverse, pour effacer les zones qui ne présentaient pas d'enjeux majeurs ou d'enjeux prioritaires. Donc, vraiment, méthodologiquement, la priorité au début de notre travail, c'était vraiment de faire en sorte que les zones les plus critiques se détachent pour qu'on puisse démarrer une analyse plus minutieuse, donc à des échelles régionales plus réduites, donc avec une scientificité plus solide, même si on reste quand même à un certain niveau de synthèse et de généralité dans le propos. Donc, pour ce faire, on a commencé par compiler 2 indicateurs pays qui nous ont semblé être les plus complets et les plus fiables sur le sujet. Donc le NDGAIN Index, qui évalue la résilience de chaque pays face au changement climatique. Et donc, plus précisément, cette résilience, elle se fonde sur 2 piliers, sur la vulnérabilité climatique du pays et sur sa préparation au changement climatique. Donc, il y a vraiment ces 2 piliers qui nous donnent un indicateur extrêmement solide. Et deuxième indicateur avec lequel on a compilé le premier, c'est le Global Peace Index, qui évalue le niveau de paix de chaque pays. La superposition de ces 2 indicateurs, elle nous donne le fond de carte que vous pouvez voir ici.
Bien cette hiérarchisation par niveau de criticité dans la superposition du risque climat et du risque conflit, elle nous a été extrêmement utile puisqu'elle nous a permis de mettre de côté un certain nombre de zones qui ne sont vraiment pas prioritairement concernées par cette superposition. Là, vraiment, les zones qui ressortent, ce sont des zones qui ont de forts enjeux climat et de forts enjeux conflit. Alors peut-être juste un inconvénient de cet indicateur, c'est qu'il peut faire remonter de manière intempestive parfois par exemple, un pays qui peut avoir un niveau tellement fort de conflictualité que ça va le faire remonter dans les classements. Et je pense que vous voyez très bien la Russie et l'Ukraine qui remontent, qui clignotent un peu en rouge sur cette carte, alors que en termes de vulnérabilité climatique, on n'est pas sur les zones les plus touchées. Et donc, encore une fois, cette cartographie, c'est vraiment un travail de première facture. C'était vraiment la base, le point de départ de notre travail. Mais sur la base de cette carte, nous, on a ensuite procédé à une analyse géopolitique et à une analyse au cas par cas des enjeux sécuritaires et des enjeux climatiques pour précisément écarter les quelques zones qui pouvaient rester et qui n'étaient pas sensiblement touchés par les enjeux qu'on traitait. Et donc, on a conservé des zones qui présentaient non seulement une forte vulnérabilité climatique, un fort niveau de conflictualité actuel et bien sûr un fort intérêt pour les forces armées. Donc les 4 zones, les 4 grands ensembles géographiques qu'on a privilégiés à l'issue de ce travail d'analyse des indicateurs, puis d'analyse au cas par cas de toutes les zones comprises dans ces ensembles, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Ouest, et l'Amérique latine. Alors, le point commun de toutes ces zones, une fois qu'on a commencé à les analyser, à entrer plus en précision dans notre appréhension des espaces géographiques, c'est que ce sont des zones qui sont toutes soumises à une forte précarisation des moyens de subsistance, sous l'effet de la raréfaction des ressources naturelles notamment. Et on a dans toutes ces zones une forte vulnérabilité vis-à-vis de cette raréfaction, à la fois puisque les ressources naturelles qui se raréfient, notamment les ressources hydriques et les ressources alimentaires, sont des ressources essentielles pour la santé même de la population, mais aussi parce que la raréfaction de ces ressources, elle met en danger des secteurs économiques qui sont essentiels pour les zones étudiées, notamment l'agriculture, mais aussi très souvent le tourisme. Et donc, vraiment, si on doit retenir un point commun de toutes les zones étudiées, c'est cette précarisation des moyens de subsistance sous l'effet de la raréfaction des ressources naturelles, avec pour effet sécuritaire une compétition de plus en plus accrue pour la ressource. Ça, c'est vraiment le point essentiel et le point commun de toutes les zones qu'on a pu étudier. Alors maintenant, je vais entrer un peu plus dans le détail. Je vais vous faire un petit exposé pour chaque zone. Et puis, à l'intérieur même de cet exposé, on va donc voir les grandes lignes de l'intersection climat-conflit pour chacune des régions. Et puis, parler un petit peu du scénario de prospective qu'on a consacré à chacune de ces zones. Alors, l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, pour commencer. Donc, il faut rappeler que le continent africain, c'est le continent qui est aujourd'hui le plus exposé et le plus vulnérable au changement climatique. Entre 1970 et 2020, les températures, elles ont gagné un demi-degré sur le continent, avec des sécheresses de plus en plus intenses. Et le stress hydrique qui découle de ces sécheresses, il a des conséquences directes sur la production agricole et plus généralement sur la disponibilité des ressources hydriques et alimentaires pour la population. Face à ces aléas climatiques, l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, elle présente une vulnérabilité particulière pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle est caractérisée par une forte instabilité politique et une fragilité économique de ses gouvernements. On observe également le caractère vétuste
et précaire de ces infrastructures, ce qui ne permet pas d'assurer une forme de résilience face au changement climatique qui touche le continent. Un autre facteur de vulnérabilité climatique, c'est la pauvreté, la forte expansion démographique de la population. Et puis, il y a des conflits très importants qui jalonnent déjà le territoire, notamment des conflits intercommunautaires. Et donc vraiment, en Afrique, si on doit retenir un seul facteur d'exacerbation ou plutôt de dégradation de la condition sécuritaire sur le continent, c'est l'exacerbation de l'insécurité alimentaire. Ça, c'est vraiment le point essentiel en Afrique. Donc en 2021, on observait déjà 278 millions de personnes qui souffraient de la faim sur le continent en 2021. Et donc ça, c'est malheureusement pas une perspective qui est en voie d'amélioration, puisque donc, il y a quelques études qui modélisent un peu les évolutions de la disponibilité des ressources alimentaires selon les trajectoires climatiques qui vont être prises les prochaines décennies. Et si l'on franchit le palier des 3 degrés, en Afrique, les zones actuelles de culture du maïs, du millet, du sorgho, donc de toutes ces céréales qui sont la base de l'alimentation locale, toutes ces zones de culture, elles seront inexploitables. Donc vraiment, c'est l'insécurité alimentaire le problème, et c'est l'exacerbation climatique de l'insécurité alimentaire qui pose la question de l'exacerbation de la conflictualité dans la zone. Puisque si on tire le fil un peu plus loin de cette insécurité alimentaire, on trouve 3 grandes conséquences sécuritaires possibles. D'une part, l'exacerbation des conflits entre agriculteurs et éleveurs, entre pêcheurs, qui entrent en concurrence pour la ressource alimentaire, puisqu'il y en a de moins en moins. Et donc, on connaît bien l'exemple du conflit au Darfour qui a éclaté en 2003, et donc qui a notamment été causé par des tensions entre agriculteurs et éleveurs dans une dynamique de concurrence pour l'eau et les terres agricoles. Une dynamique de concurrence qui a été très fortement aggravée à l'époque par la sécheresse qui frappait le territoire. Donc ça, c'est vraiment une structure sécuritaire, une structure de conflit liée aux ressources qui est en voie d'aggravation sur le continent. Ces conflits agropastoraux, précisément, ils sont devenus vraiment courants sur le continent, du fait donc non seulement de cette compétition, mais plus globalement du fait du potentiel de conflictualité des déplacements de population dans la zone, puisque une partie de ces conflits est liée au fait que les éleveurs se déplacent pour pouvoir assurer ou en tout cas pour pouvoir s'adapter au changement des conditions météo-climatiques et assurer leur activité. Et donc cette question du déplacement de population, elle touche à la fois, elle peut à la fois entraîner ce type de conflits agropastoraux, mais également quand il s'agit de se déplacer dans des centres urbains ou de fuir de la conflictualité qui précisément est entretenue par les changements climatiques. On a également des conflits du fait d'une expansion assez rapide de la démographie dans des centres précis où les personnes se réfugient. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut pressentir au Niger, où les importants flux migratoires en provenance du Mali, du Burkina Faso ou du Nigeria viennent exacerber la crise alimentaire qui est déjà structurante sur le territoire. Et donc, ça constitue vraiment un terreau fertile au conflit, encore une fois, pour la ressource dans un contexte d'insécurité alimentaire croissant. Et donc une deuxième conséquence de cette insécurité alimentaire croissante, c'est l'exacerbation des tensions interétatiques, puisque la pression climatique sur la ressource alimentaire, c'est pas seulement sur la ressource alimentaire, mais c'est sur la ressource hydrique, puisqu'on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Et donc cette pression climatique et cette raréfaction de la ressource hydrique, elle favorise la compétition entre pays autour des bassins transfrontaliers. Donc le meilleur exemple, là, c'est les tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie autour du partage des eaux du Nil. Et puis, on observe des tensions analogues entre les pays riverains du lac Tchad. Et une dernière conséquence de cette insécurité alimentaire, qui peut être considérée comme une particularité de la zone, même si on va retrouver cette particularité dans la zone MENA, c'est l'instrumentalisation de la précarité de la population par les groupes armés non étatiques, puisque
plus il y a de l'insécurité alimentaire, plus les populations sont précaires, mieux le recrutement des groupes armés non étatiques se porte, puisque précisément, ce sont des groupes qui fondent leur attractivité sur la sécurité physique et économique qu'ils pourvoient à leurs recrues. Et ils vont également s'appuyer sur le sentiment de ressentiment, sur le ressentiment de la population à l'égard de l'État, notamment, des services publics qui sont considérés comme défaillants, que ce soit face au changement climatique ou face à des phénomènes un peu plus nébuleux. Donc, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'ils peuvent parfois utiliser les ressources hydriques comme une arme de guerre. Donc, notamment, ils peuvent être amenés à empoisonner l'eau pour faire pression sur des communautés, précisément pour forcer le recrutement, ou en tout cas pour forcer la main à des populations nécessiteuses. Donc tous ces enjeux-là, et notamment l'enjeu de l'insécurité alimentaire et de la prolifération des groupes non étatiques sur cette base, on a essayé de le problématiser dans le cadre d'un scénario. Cette fois de conflit pour les eaux du Nil entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Dans la région, ce qu'on a remarqué, c'est que, donc plutôt Afrique de l'Est, c'est que 2 facteurs pourrait entraîner un conflit interétatique. D'une part, une réduction significative du débit du Nil, donc sous l'effet de ces sécheresses prolongées et répétées. Et d'autre part, le réveil des revendications éthiopiennes vis-à-vis des eaux du Nil, dont on a déjà eu la confirmation avec le grand barrage de la Renaissance. Et sur cette base, on va avoir des pays qui connaissent une forte dégradation interne des conditions sécuritaires sous l'effet des changements climatiques, avec une population notamment plongée dans l'insécurité alimentaire, donc qui produit du trouble interne, qui favorise encore une fois la prolifération des groupes armés. Et donc sur cette base-là, ce scénario, il met en scène un affrontement militaire entre d'une part l'Égypte et le Soudan et d'autre part l'Éthiopie. Dans ce cadre-là, les forces françaises vont être impliquées puisqu'elles vont devoir libérer des ressortissants français qui ont été enlevés par les forces soudanaises. Et donc, ce qui nous a semblé intéressant de problématiser à ce niveau-là, c'est la mise en difficulté des forces armées françaises qui doivent intervenir dans un contexte climatique extrêmement dégradé, donc notamment des températures extrêmes qui poussent les soldats aux limites de ce qu'ils peuvent supporter en tant qu'être humain, et puis la compromission des approvisionnements en eau, puisqu'un soldat qui évolue dans des températures extrêmes et qui en plus voit ses approvisionnements hydriques menacés peut être véritablement mis en position de difficulté. Donc maintenant on peut peut-être passer à la deuxième grande région qu'on a étudiée. Donc, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est la région qui compte, en tout cas qui manque le plus d'eau dans le monde. Et donc, encore une fois, on va retrouver ce même schéma de la compétition pour la ressource qui va s'accroître sous l'effet des changements climatiques. Donc ici, il va s'agir encore une fois de la ressource hydrique qui peut produire du trouble interne comme des tensions régionales. Donc du trouble interne, on le voit déjà en Irak, au Maroc, au Yémen. Et pour ce qui relève des tensions et conflits interétatiques, l'extrême majorité des États de la région partagent leurs ressources en eau avec au moins un État voisin, tout en ayant de très faibles ressources hydriques en interne. Donc, cette structure géographique-là, elle est assez intéressante à soulever. Donc, on peut déjà voir des tensions interétatiques entre Israël et les pays arabes autour du bassin du Jourdain, entre la Syrie et la Turquie autour de l'Euphrate. Donc, vraiment, la compétition pour la ressource en eau dans cette région, elle va s'accroître au fur et à mesure que cette ressource hydrique, elle va se raréfier. Et donc, par exemple, si on prend le bassin du Tigre et de l'Euphrate, qui sont les deux principaux fleuves enneigés de la région, il joue un rôle essentiel pour la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, que ce soit pour les besoins énergétiques, pour la consommation domestique, etc. Et donc, ces bassins-là, ils pourraient voir leurs ressources en eau diminuer de 60% d'ici la fin du siècle. Donc ça pose vraiment la question de la compétition interétatique qui pourrait se voir exacerbée par ce scénario-là.
Bon, la question de l'insécurité alimentaire, on en a déjà parlé pour l'Afrique, elle est également structurante au Moyen-Orient. On sait qu'elle a été appréhendée comme un facteur central, enfin comme un facteur véritablement structurant dans le déclenchement des printemps arabes en 2011, puisque bien ces printemps arabes, ils sont aussi mis en corrélation avec une hausse des denrées alimentaires suite à des phénomènes météoclimatiques extrêmes qui ont frappé les principaux exportateurs de céréales à l'époque. Donc, c'est vraiment pas un facteur à sous-estimer. Et donc, dans ce contexte, les flux migratoires sont, encore une fois, dans cette zone susceptible d'amplifier ces phénomènes de compétition pour les ressources. Donc, par exemple, en Jordanie, on a constaté une forte augmentation de la violence suite à l'arrivée des réfugiés syriens. Donc, on retrouve encore une fois toujours ces mêmes facteurs structurants. Et donc, je ne reviendrai peut-être pas sur l'instrumentalisation du changement climatique par les groupes armés, puisque exactement comme en Afrique, ces groupes armés, ils profitent de l'impuissance des États dans la zone MENA et de la vulnérabilité des populations pour proliférer. Mais on peut peut-être directement passer au scénario de prospective. Donc, cette fois-ci, on s'est amusé à écrire un départ forcé de la France au Liban. La cause première de ce départ forcé, c'est bien sûr une forte baisse des ressources hydriques dans la région et plus précisément dans la vallée du Jourdain, avec un fort ressentiment de la population palestinienne à l'égard d'Israël, donc qui est perçue comme une puissance s'accaparant les ressources en eau et ne cherchant pas la collaboration à une époque même où les changements climatiques l'imposeraient pour maintenir la paix. Et donc, ce ressentiment, il va entraîner des actions, des formes de résistance qui vont se multiplier, et notamment des attaques sur des infrastructures de stockage de l'eau, donc de la part de milices locales, mais aussi de groupes un peu plus élaborés comme le Hezbollah. Et donc, les forces armées françaises qui sont encore en présence dans la zone vont être elles-mêmes la cible d'attaques, à la fois parce qu'elles disposent de ressources en eau qui leur viennent de la métropole, mais aussi parce qu'elles représentent une puissance occidentale qui est remise en question pour sa responsabilité historique dans le phénomène de changement climatique. Et donc, dans cette perspective, les forces armées françaises vont être invitées à quitter la zone par le Liban, précisément pour apaiser les tensions et constituer une paix régionale. Hop. Alors, on passe à la troisième zone étudiée dans le cadre du rapport, donc l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Ouest. Donc, on a déjà beaucoup parlé d'insécurité alimentaire. Ce n'est pas une problématique étrangère à l'Asie, puisque plus de la moitié de la population souffrant de sous-nutrition vit en Asie. Et donc, il y a une forte vulnérabilité, encore une fois, du secteur agricole face au changement climatique. Donc, un secteur agricole qui repose fondamentalement sur l'irrigation. Donc, les problématiques sont les mêmes: précarisation des moyens de subsistance, des déplacements de population qui vont venir accroître les phénomènes de concurrence pour la ressource. Donc, on va éviter de répéter encore et encore les mêmes éléments de problématisation. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de se concentrer sur la particularité de la zone. Et la particularité de la zone, c'est peut-être l'incompatibilité des revendications territoriales, notamment de 3 puissances nucléaires structurantes dans la zone, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Dans ce cadre, la perturbation du débit des fleuves transfrontaliers, donc une perturbation qui va se voir absolument partout dans le monde, mais dans ce cadre spécifique d'affrontement de puissance, ce phénomène-là, il pourrait prendre une ampleur tout à fait autre et mener à de véritables actions d'intimidation militaire. Une compétition accrue pour les territoires pourrait plus globalement cristalliser des antagonismes qu'on observe déjà très bien aujourd'hui. Et donc, par exemple, en mer de Chine méridionale, la menace climatique qui pèse sur les ressources halieutiques est d'autant plus structurante que les flottes de pêche sont utilisées par la Chine comme des outils de revendication territoriale.
Et donc enfin, peut-être autre particularité de la zone, il s'agit d'une zone où la remise en cause des frontières et du droit international est, enfin, en tout cas, présente un fort potentiel chrysogène. Et une partie de ce droit s'appuie sur des éléments naturels, comme des rochers, des lignes de côte, etc., qui pourraient se voir modifiés par les changements climatiques. Et donc la modification de ces éléments, notamment par des phénomènes de submersion progressive, et la disparition de ces éléments pourrait conduire à une exacerbation des velléités territoriales. Donc ça, ce serait un élément extrêmement intéressant à surveiller et à creuser, comment l'élévation du niveau de la mer va impacter précisément les repères juridiques et les luttes territoriales qui structurent la zone. Et donc, pour problématiser un peu les enjeux qu'on a pu voir dans la zone et plus spécifiquement relativement aux intérêts français, ce qui est intéressant de constater dans la zone, c'est donc plus précisément dans la zone Pacifique Sud, c'est que la France est confrontée à une présence de la Chine qui cherche à y accroître son influence. Et à cette fin, la Chine utilise notamment l'assistance humanitaire pour conquérir l'adhésion des îles polynésiennes. Donc, à l'occasion d'une catastrophe en Polynésie française, des velléités indépendantistes vont précisément être réveillées par la projection rapide de la Chine sur le territoire, qui va apporter son aide très très rapidement aux Polynésiens, tandis que la France, dont les forces sont sursollicitées parce qu'elles doivent aller intervenir sur d'autres zones et pour répondre malheureusement à d'autres besoins HADR, la France va intervenir quelques jours plus tard, donc quelques jours après la Chine. Et donc ça, cette question de l'influence par le secours aux populations, c'est une question qui paraît structurante, non seulement dans cette zone-là, mais dans d'autres zones, notamment insulaires, où la France souhaite préserver une forme d'influence, par exemple la Caraïbe insulaire, et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà souligné dans un rapport précédent. Donc vraiment, face au changement climatique, l'influence par le secours à la population comme bien stratégie d'influence montante. Et on va passer à la dernière zone analysée dans le cadre de ce rapport. Donc encore une fois, hein, insécurité alimentaire, diminution des ressources hydriques, accroissement, en tout cas exacerbation des phénomènes de tension et de compétition autour des ressources. Donc ça, c'est vraiment un phénomène structurant qui revient dans toutes les zones. Et donc, si on doit retenir peut-être 2 éléments originaux dans cette région, ou en tout cas qui la structure de manière particulière, c'est d'une part la dégradation de la situation sécuritaire dans certaines zones frontalières bien précises, donc notamment la frontière entre le Venezuela et la Colombie, dont les disparités socio-économiques favorisent les activités illégales à la zone frontalière et la prolifération des groupes criminels. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est l'exode massif de millions de Vénézuéliens appauvris en Colombie. Donc ça, on l'a déjà bien constaté. Les changements climatiques peuvent être un phénomène aggravateur de cette migration-là. Et le problème, c'est que cet exode massif, il offre des recrues bon marché au réseau armé dans la zone. Donc, puisqu'il s'agit toujours un peu de la même stratégie, profiter de la vulnérabilité des populations pour mettre en avant une sécurisation financière, physique, afin de recruter. Et un phénomène qui nous a semblé également inquiétant, c'est la montée, en tout cas la généralisation de la xénophobie, donc à la fois au sein de la population colombienne vis-à-vis du Venezuela, mais on observe aussi une forte des Vénézuéliens, et on observe aussi une forme de xénophobie montante donc de la population américaine, enfin nord-américaine, à l'égard de la population d'Amérique centrale notamment, qui bien cherche également refuge sous l'effet des phénomènes climatiques extrêmes qui touchent donc l'Amérique centrale, et notamment les fortes sécheresses qui dévastent complètement le secteur agricole dans la zone. Et donc il y a plusieurs rapports et plusieurs papiers qui pointent
la question de la xénophobie à l'égard des populations migrantes depuis cette zone-là. Et deuxième particularité régionale peut-être, c'est la dimension socio-environnementale extrêmement forte des conflits. Et peut-être que c'est la zone où ce côté socio-environnemental ressort le plus, vraiment une caractéristique singulière. Donc à la fois des conflits agraires et des conflits territoriaux, puisque l'Amérique latine, elle abrite des écosystèmes naturels qui sont à la fois essentiels pour la subsistance des populations locales, pour la biodiversité locale, mais aussi pour le climat mondial, donc notamment la forêt amazonienne, qui est considérée comme le poumon du monde. Et donc le problème, c'est que ces écosystèmes, ils sont la cible de projets de développement économique, notamment liés aux industries extractives, donc la confrontation d'intérêts contradictoires autour de ces écosystèmes, donc d'intérêts à la fois économiques, industriels, d'intérêts culturels également, donc la défense notamment de territoires sacrés par certains peuples autochtones, mais aussi la défense militante de l'Amazonie en tant que, encore une fois, poumon du monde. Donc il y a un entrelac d'une dimension sociale, économique, idéologique, culturelle, etc. Tout ça, va donner lieu à des conflits fondamentalement socio-environnementaux qui sont intimement liés, encore une fois, à la lutte pour l'accès aux ressources et à la lutte pour la défense des ressources. Et donc, pour vous donner un petit exemple, le projet minier Conga au Pérou, qui avait été déployé sur des terres considérées sacrées par les peuples autochtones locaux. Et donc, ce projet minier, il avait donné en 2011 lieu à des manifestations et à des affrontements avec la police assez violents. Donc, vraiment, la question de la conflictualité autour de la manière dont les populations, enfin en tout cas les différents groupes sociaux s'approprient l'espace et choisissent d'utiliser les ressources, c'est vraiment fondamental. Et ces conflits, ils peuvent aussi émerger autour, donc pas seulement des industries extractives, mais aussi du secteur agro-industriel, du secteur pétro-gazier ou encore du secteur touristique. Et donc ça, c'est plutôt un phénomène assez structurant dans la Caraïbe insulaire, des manifestations assez récurrentes et de l'activisme contre le tourisme qui participent de la dégradation des écosystèmes insulaires dans la Caraïbe. Et donc, plutôt côté Amérique du Sud, bien c'est l'Amazonie vraiment qui est au centre de toutes les préoccupations liées à la déforestation. Donc ça, c'est déjà devenu vraiment un motif central de tension autour de l'inaction climatique. Il y a déjà des tensions à l'échelle internationale sur cette question. Dès qu'il y a des incendies, des méga-feux en Amazonie, on sent certaines formes de friction plutôt à l'échelle internationale. Et puis, bien l'Amazonie est également à la croisée donc, des compétitions locales. Donc vraiment, s'il y a un point chaud du déclenchement d'un conflit au cours du siècle à venir, c'est vraiment l'Amazonie. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans notre scénario sur la question. Donc dans ce scénario, ce sont les mouvements de contestation populaire sur fond à la fois d'inaction climatique à l'échelle internationale et sur fond de dynamique de lutte locale autour des ressources que l'Amazonie comprend. Donc, ce sont des mouvements de contestation populaire qui vont déstabiliser fortement la zone. Donc, d'abord les zones frontalières à la Guyane française et puis la Guyane française elle-même qui va connaître des mouvements des mouvements populaires et notamment des attaques sur le centre spatial. Puis je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes en ligne qui ont posé des questions. Alors, je voulais te faire passer les félicitations des personnes en ligne qui ont trouvé ça très intéressant. On a plusieurs commentaires sur la question. Pour répondre à ceux qui nous demandent si les slides sont disponibles, 2 points. Alors, effectivement, on pourra rendre les slides disponibles si vous le souhaitez. Mais un simple rappel, ces slides sont issus de notre rapport. Donc, si vous lisez le rapport, vous allez avoir toutes les informations qui sont dans les slides et notamment toutes les cartes. Donc, on peut vous envoyer les slides, bien évidemment, mais on peut aussi vous envoyer la note de synthèse et le rapport.
On a plusieurs questions et peut-être pour te laisser le temps de te reposer, je vais adresser la première à François parce qu'elle porte sur les migrations qui sont évoquées de nombreuses fois et à de nombreuses reprises dans la présentation et puis dans le rapport. La structuration finalement des conséquences du changement climatique autour de ce sujet des migrations et des migrations internes notamment. C'est revenu dans toutes les zones. Est-ce que, François, tu peux nous en dire un peu quelques mots et notamment sur l'objet de tes recherches sur ce sujet? Bien sûr, il est certain que les migrations vont souvent être un point central, effectivement, dans cette analyse croisée des vulnérabilités et des conflictualités. Et il est frappant de voir combien, dans la manière dont cette question est abordée dans le débat public, on est souvent un peu en décalage avec la réalité du terrain, notamment par une propension à le voir systématiquement comme un risque futur, alors que c'est déjà une réalité bien présente, et une propension aussi à imaginer qu'il s'agit systématiquement de migration internationale et en particulier de migration africaine qui viendrait vers l'Europe, alors que l'essentiel de ces migrations aujourd'hui sont des migrations internes ou des migrations régionales qui font évidemment peser un poids très lourd sur les pays concernés en termes d'organisation, en termes de gestion de ces flux, en termes d'accueil des déplacés, en termes également de provision de services de base, et évidemment aussi et surtout en termes de sécurité alimentaire. Et donc, je crois qu'il est vraiment très important, si on veut intégrer la question des migrations à l'analyse croisée des vulnérabilités et des conflictualités, de réaliser qu'on n'est pas ici face à des migrations qui seraient complètement distinctes et séparées des dynamiques migratoires habituelles, mais au contraire qui sont profondément intégrées, enchâssées dans ces dynamiques migratoires. Euh, et donc, le changement climatique, bien entendu, va provoquer certaines migrations directement, notamment par des catastrophes qu'il va induire, mais plus profondément, il va jouer sur les facteurs économiques, politiques ou culturels des migrations, et en particulier sur la question de l'insécurité alimentaire. Il faut rappeler à quel point l'agriculture de subsistance est la source de revenus principale de proportions très significatives de la population, notamment en Afrique subsaharienne. Et donc, ce que nous voyons souvent avec des yeux européens comme des migrations économiques, parce que ça rentre dans des catégories politiques et juridiques que nous avons définies, peuvent aussi, de la perspective des habitants, être classées comme des migrations environnementales ou climatiques. Et là encore, et Marine l'a très bien expliqué, beaucoup va se jouer autour de la question de la sécurité alimentaire. Et vraiment, c'est l'incapacité des populations à nourrir les ménages à partir de l'agriculture qui va être un facteur prédominant de migration, soit de migration d'un ou plusieurs jeunes hommes vers la ville dans l'espoir qu'ils trouvent un travail, donc un revenu complémentaire, ce qui va aussi poser des défis d'adaptation en milieu urbain considérables, soit lorsque la famille elle-même se met en quête de nouvelles terres à cultiver, et ce qui va évidemment, là encore, entraîner toute une série de tensions autour du foncier. Donc vraiment, c'est un appel à considérer la question des migrations, non pas comme un risque futur qui concernerait l'Europe, mais comme une réalité présente qui aujourd'hui touche directement plusieurs des zones où des risques de conflictualité ont été identifiés. Et on a une question, encore une question sur l'immigration, sur peut-être des sources ou des sites, des lieux sur lesquels ce type d'information peut se trouver. Alors, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a un portail dédié à cette question que vous pourrez retrouver facilement en tapant dans Google IOM, Environment and Migration. Comme ouvrage de synthèse, au risque de faire un peu d'auto-publicité, je peux conseiller l'Atlas des migrations environnementales que nous avions publié il y a quelques années avec Dina Ionesco et Daria Mognacheva aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup. Alors, on avait aussi une autre question à destination de Marine de Guillemot-Weber sur l'approche genre, ou en tout cas peut-être une différenciation dans la vulnérabilité qui a été étudiée entre les genres, et est-ce qu'elle a fait partie de la note et est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors,
l'approche genre n'a absolument pas fait partie de cette note, parce qu'on est parti dans une appréhension très sécurité de défense des enjeux. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est pas tant celle de la vulnérabilité des populations en tant qu'enjeu de sécurité humaine, que le risque d'exacerbation de la conflictualité de telle ampleur que les forces armées pourraient être sollicitées dans un futur plus ou moins proche pour la sécurisation des espaces. Donc on n'était vraiment pas dans une approche sécurité humaine et donc l'axe genre n'a pas du tout été mobilisé, mais c'est pas faute d'être d'être un axe extrêmement intéressant et c'est un axe qu'on essaie d'ailleurs de pousser au sein de l'IRIS, au sein du programme climat, puisque absolument toutes les formes de vulnérabilité dont je vous ai parlé au fil de cette présentation, ce sont des vulnérabilités qui sont d'autant plus fortes et qui concernent d'autant plus fortement les femmes, qu'il s'agisse de la précarité financière, puisque les femmes, les femmes font partie des populations les plus pauvres, avec une dépendance financière accrue, à la fois aux ressources naturelles essentielles, à des secteurs d'activité précisément comme l'agriculture, etc. Mais aussi, le point intéressant vis-à-vis du genre et plus globalement de ce croisement genre-climat, c'est l'exposition d'autant plus forte des femmes aux violences sexuelles et basées sur le genre. Il y a également la question de la santé sexuelle et reproductive, la question de l'hygiène de base, toutes ces questions qui frappent les populations déplacées, c'est des questions qui se posent d'autant plus fortement et avec vraiment une force d'autant plus aiguë pour les femmes. Et puis peut-être, dernier point, c'est celle de la violence domestique, ce qui a été intéressant de constater, en tout cas au fil des recherches que nous, on a pu mener dans notre programme, donc encore une fois, indépendamment de l'Observatoire, c'est que eh bien, dans des populations qui sont précarisées, où notamment les grands leaders sont, disons, remis en question dans leur capacité à pourvoir justement pour leur population, eh bien, l'augmentation, on observe une véritable augmentation des violences domestiques à l'égard des femmes et plus globalement des violences basées sur le genre. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est vraiment pas un axe qu'on a mobilisé dans ce rapport qui, encore une fois, était très axé défense. Merci beaucoup. Alors je vais répondre à quelques questions, qui nous ont été adressées à tous. Alors d'une part, donc vous retrouverez, la synthèse et le rapport sur le site de l'Observatoire dont l'URL est défenseclimat.fr. Si, ce rapport n'y est pas encore, il y sera très prochainement. On y travaille, et vous aurez également 2 synthèses en anglais et en français et la version anglaise complète. Donc, défenseclimat.fr, vous pouvez le noter ou nous envoyer des mails, on vous renverra vers ce rapport. Peut-être aussi, pour une question qui porte sur la préparation des forces armées à cette question, je vous invite, à consulter, tous les documents, qui portent sur cette question. Nous ne pouvons pas répondre, au nom du ministère des Armées, sur la manière dont, l'ensemble de ces problématiques est prise en charge par le ministère des Armées. Mais il existe, sur internet, de nombreux documents qui pourront répondre à votre question et notamment, des documents stratégiques qui abordent, ces enjeux. Il y avait également des questions sur, notre méthodologie de prospective et les scénarios que nous prenons en compte, les scénarios climatiques que nous prenons en compte. Et je vais laisser, Marine en dire quelques mots. Oui, alors c'est à la fois sur comment on a choisi nos scénarios de prospective et lesquels on a pu, créer, éliminer, mais également sur, le scénario de base que nous avons, en termes climatiques, que nous avons utilisé pour formuler nos hypothèses prospectives, RCP 8.5 ou RCP 4.5. Très bien. Donc, pour le scénario de base, c'est 8.5, c'est le business as usual, et donc on n'est pas très optimiste, sur, les,
perspectives futures quant voilà, à la prise en charge politique internationale des changements climatiques. Donc, on se fonde vraiment sur ce scénario-là. Après, le scénario de base qu'on a choisi, en tout cas nous, mentalement, n'a pas de, comment dire, n'a pas d'impact structurant sur les scénarios qu'on a développés, puisque ce sont des scénarios qui mettent en scène une exacerbation quand même assez fine. Enfin, on n'est pas sur une exacerbation vraiment exponentielle des enjeux qu'on peut déjà observer aujourd'hui. Donc en fait, comment dire, le nivellement de l'intensité des effets qu'on a pu mettre en évidence n'a pas forcément d'implication majeure sur les scénarios. Pour la manière dont on les a choisis, en fait, on les a pas tant choisis qu'on a choisi un ensemble de variables qui étaient structurantes, mais pour chacune des zones. On a pris chacune des zones géographiques, donc les 4 zones que je vous ai exposées, et pour chacune de ces zones, on a élaboré un set de variables. Au sein de ce set de variables, au fur et à mesure de l'analyse et donc au fil de nos réflexions, on a choisi 4 variables, 4-5 variables qui étaient les plus structurantes dans la zone et qui faisaient vraiment office de voilà, variables pivots et qui étaient véritablement structurantes pour les enjeux régionaux qu'on avait identifiés. Et on a joué avec, donc on a fait des petits duos de variables, on a joué avec pour voir ce qui pouvait se passer bien si on faisait monter l'assèchement du fleuve à tel niveau, et puis si en même temps on avait la variable prolifération des gangs, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre les variables structurantes, de les mettre ensemble et de mettre en évidence des interactions qui nous semblaient vraiment ressortir de notre analyse. Donc le choix, c'est vraiment fondé en premier lieu sur l'identification des variables et pas sur le choix des scénarios. On ne s'est pas retrouvé avec un panel de 15 scénarios en se demandant entre lesquels lesquels il fallait privilégier. C'était vraiment quelles sont les variables structurantes, comment est-ce qu'on les met en relation, et après comment est-ce qu'on grade comment est-ce que on va faire varier l'intensité selon les situations. Voilà. Très bien. Alors, je voulais également remercier le public pour leur retour. On les prend en note et évidemment, et tous vos retours et toutes vos précisions sur ce qui a été présenté nous sont très utiles. Il y a également une dernière question sur l'Afrique du Nord, puisqu'elle a été mentionnée comme une des zones, mais qu'elle a été peu développée en termes de scénario. Donc, revenir rapidement sur quelques grands éléments structurants d'Afrique du Nord, et ensuite, on a encore une question sur des éléments de migration. Alors l'Afrique du Nord, c'est vrai qu'on l'a pas pris comme base de notre scénario. Ce qui nous a semblé intéressant par rapport à l'Afrique du Nord, mais on va peut-être revenir sur des enjeux surtout migratoires, c'est que on a plusieurs questions. Donc notamment les territoires qui bordent le bassin méditerranéen. En fait, ce qui est très, très intéressant de voir, c'est qu'on a des territoires qui sont à la fois soumis à la menace de l'élévation du niveau de la mer, donc perte de territoire, encore une fois, comment dire, risque de salinisation de zones agricoles, ou tout simplement de perte donc d'infrastructures essentielles. Il y a également la désertification qui touche la zone, donc double perte de territoire malheureusement. Et en fait, un dernier point qui était intéressant, c'est qu'on a souvent, enfin, comment dire, les pays d'Afrique du Nord sont souvent considérés comme des pays de destination pour certains flux migratoires, donc des flux de réfugiés qui vont fuir certaines situations complètement catastrophiques un peu plus au sud. Et en fait, ce statut d'à la fois victime de pays et territoires victimes des changements climatiques, avec cette question, cette difficulté supplémentaire de l'accueil d'un certain nombre de populations réfugiées, en fait, ça pose de manière encore plus accrue la question de la compétition pour la ressource, notamment dans des centres urbains assez denses. Et donc ça, c'était vraiment la particularité que nous, on a vu ressortir dans le cadre de notre étude. Merci beaucoup. Et donc, ça me permet de faire la transition parfaite avec la question suivante sur l'espace méditerranéen en tant que, là aussi, foyer de problématiques autour des migrations, et la manière dont ça peut devenir, ou ça devient un enjeu de sécurité, notamment à travers la gestion par l'Union européenne de l'accueil.
Bien sûr, il est certain aujourd'hui que la Méditerranée est la zone du monde la plus meurtrière pour les migrants et les réfugiés. Depuis le début de cette année, on est déjà à une mortalité qui dépasse malheureusement 1000 personnes en Méditerranée centrale et ça continuera vraisemblablement à être une route importante de migration qui, pour le moment, vous le savez, et je rappelle ici des évidences, n'est toujours absolument pas sécurisée. Euh, il est certain que au niveau européen, il n'y a toujours pas non plus de véritable politique commune en matière d'asile et d'immigration et que chaque sauvetage par une ONG provoque tensions et crispations quant au lieu d'accueil, quant au port de débarquement. Et on assiste à une militarisation croissante, évidemment, des frontières. Il est en quelque sorte symptomatique que, alors qu'on parle depuis les années 50 d'une défense européenne ou d'une armée européenne, que les premiers militaires qui vont désormais porter un uniforme européen sont des gardes-côtes de Frontex dont les effectifs ont été revus à la hausse considérablement. Et donc, effectivement, on va très clairement vers une militarisation croissante de la frontière ou de la zone, qui peut également induire toute une série de tensions politiques en Europe, puisqu'à l'évidence, l'incapacité à apaiser cette zone d'un point de vue à la fois humanitaire, mais un point de vue aussi de débarquement et d'organisation des migrations, provoque à la fois des tensions au sein du Conseil européen, tensions qui peuvent aller très très loin. On rappellera que le Brexit, par exemple, a été largement motivé par la peur de la Grande-Bretagne d'être touchée à son tour par un afflux de réfugiés syriens et provoque aussi, bien entendu, dans les pays concernés, une montée des populismes, des xénophobies et des nationalismes. C'est comme ça, évidemment, qu'on a aujourd'hui plusieurs gouvernements européens qui associent ou qui dépendent de partis d'extrême droite, à commencer par le gouvernement italien en ce moment. Et donc, bien entendu, il y a autour de cette question de la gestion des corridors migratoires en Méditerranée, à la fois un enjeu humanitaire de première importance, un enjeu militaire également, et un enjeu politique pour l'Union européenne et sa construction. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Malheureusement, on va devoir, pour respecter le temps que l'on s'était imparti, arrêter ici les échanges. Merci pour vos retours, nous les notons avec attention. Donc encore une fois, vous pouvez trouver l'ensemble des travaux dont nous avons discuté en ligne. Vous pouvez également nous écrire, vous trouverez nos adresses sur le site de l'IRIS, mais aussi sur le site de l'Observatoire Défense et Climat. On vous retrouve bientôt pour continuer cette discussion, pour aborder des questions avec des focus un peu plus précis. Donc, je voulais remercier Marine de Guillemot-Weber et François Gémen pour leur présence ce matin. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient avec nous en ligne et évidemment l'équipe technique qui a pu rendre cet événement possible. Merci à tous et à bientôt.